Bonjour à tous, bienvenue dans le 18h de Télé Nantes qui ce soir sera entièrement consacré au cinéma et on l'a même pas fait exprès, mais ça tombe plutôt bien parce que je pense qu'on a tous un besoin de l'évasion des salles obscures en ce moment, de la distance et de la conscience des grands films. On veut du beau, on veut du fort et on va en avoir. Ce soir, je reçois la réalisatrice Valérie Donzelli. Souvenez-vous, elle avait notamment signé le très beau et très récompensé La guerre est déclarée, c'était en 2010. Elle est ce soir à Nantes en avant-première pour présenter Marguerite et Julien, interprétés par Jérémy Elkaïm et Anaïs Demoustier. Ce sera à 20h30 au 14A à Nantes. Cinéma, encore une femme, encore Elsa, notre chroniqueuse, nous rejoindra en fin d'émission. Elle va nous recommander très vivement Les Cow-Boys, un film de Thomas Bidegain qui sort sur les écrans mercredi prochain. Un film qui fait terriblement écho à l'actualité puisqu'il nous parle d'un père joué par François Damiens qui va chercher sa fille partie faire le djihad. Le 18h de Télé Nantes, grand écran et petit écran et réciproquement, c'est le programme du 20 novembre qui démarre tout de suite. Elle nous rejoint, elle passe derrière moi, autour de la table. Valérie Donzelli, réalisatrice et comédienne, est là qu'on reçoit en tant que réalisatrice pour son film Marguerite et Julien. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, petit rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, vous avez déjà 4 films à votre actif. Il y a eu La Reine des Pommes, La guerre est déclarée, Main dans la main et aussi Que d'amour, qui était une commande pour Arte. Et puis là, ce film, Marguerite et Julien, qui est l'histoire d'un inceste, une histoire vraie entre Marguerite et Julien de Ravalais, un frère et une sœur qui se sont aimés et qui ont été pour ça aussi condamnés à la décapitation. Ça se passe l'histoire vraie. Ouais, on le dit direct. Hein. Ah bah oui, ouais. Vous racontez oui, mais c'est toute une la histoire fin, vraie, du coup. Oui. C'est une histoire vraie. Voilà, donc, ça finit mal. Il n'y a pas de suspense, ça finit mal. Ouais. C'est gonflé quand même comme histoire au départ, de vouloir mettre ça à l'écran. Oui, mais ce qui est... je ne sais pas si c'est gonflé en fait. Ce qui m'intéressait, c'était de parler de la différence. Et qu'est-ce que c'est qu'être différent? Et finalement, je pense que quand on est amoureux de son frère ou de sa sœur, quelque part, on est très différent des autres et c'est pas forcément une chose facile à vivre. Et donc, c'était ça qui m'intéressait. Et puis après, évidemment, l'envie de faire un film romanesque, un film un peu comme une aventure de cap et d'épée, comme ça, avec des divertissants et avec des rebondissements épiques. Et donc, c'était vraiment... la découverte, en tout cas, quand j'ai lu le scénario de Jean Gruaud, parce que c'est une adaptation d'un scénario de Jean Gruaud, c'est ça qui m'a sauté aux yeux, c'était le côté romanesque, en fait, de l'histoire. Mais que la différence et le romanesque passent par l'inceste, ça vous faisait pas peur? Non, c'est des sujets qui sont un peu, tabous, compliqués. Oui, mais justement, c'est ça qui m'intéressait, c'était aussi de parler d'un amour impossible et d'un amour qui est condamné. Condamné, en plus vraiment condamné dans les faits pénalement. Oui. Alors, vous l'avez dit, c'est... Mais aimer son frère ou sa sœur n'est pas quelque chose qui est condamné aujourd'hui. Enfin, qu'il était, du coup, à l'époque dans le film. Plus l'adultère que l'inceste, oui, en finalement. fait. Parce que la femme était à propriété de son mari. Ouais. Alors, vous l'avez dit aussi, c'était à la base un scénario de Jean Gruaud, qui est le scénariste de la nouvelle vague française, qui a signé des films de François Truffaut, d'Alain Resnais, de Jacques Rivette aussi, Paris nous appartient, notamment. Comment il est arrivé dans vos mains, ce scénario de Jean Gruaud, qui le destinait à la base à Truffaut dans les années 70? J'aimerais pouvoir raconter une histoire dingue, mais en fait, c'est juste un cadeau qu'on m'a fait d'une amie qui s'appelle Virginie, et elle m'a offert le livre parce que le scénario a été édité. Et donc, j'ai découvert ce scénario comme ça, par un présent, en fait. C'est déjà une histoire assez dingue. Oui, mais bon, ça aurait pu être... En fait, non, c'est vraiment un cadeau qu'on m'a fait pour mon anniversaire, oui. Et Jean Gruaud a accepté, il fallait son accord. Alors, il est décédé, lui, en juin dernier, tout récemment. Mais... D'ailleurs, le film lui est dédié. Oui, non seulement il a accepté, mais surtout, j'ai eu le grand privilège de pouvoir le côtoyer pendant 2 ans, pendant l'écriture, parce qu'il a suivi l'écriture. Je voulais vraiment qu'il puisse suivre toutes les étapes et pouvoir comme ça l'entretenir et discuter avec lui comme un peu un collaborateur, quoi. Et ça a été une immense chance. Donc c'était vraiment un souvenir très joyeux. J'allais dans sa maison dans le 20e arrondissement, on discutait toute la journée.
Et c'était super, quoi. Un grand monsieur du cinéma français. Oui. Votre film a aussi été sélectionné à Cannes Oui. en mai dernier. J'ai eu cet honneur. Oui, voilà, c'est un honneur. Alors, il n'y a pas eu de récompense, mais c'est vrai que voilà, c'est votre 4e long métrage. En plus, vous êtes une femme et vous étiez sélectionnée. C'était une belle aventure, Cannes. Ah bah oui, c'est formidable. Ouais. De pouvoir, c'est un privilège d'être à Cannes. Enfin, après, c'est un endroit, voilà, c'est une sorte d'arène, quoi. D'un coup, les films sont vus pour la première fois. Les gens qui regardent les films sont souvent très alcoolisés, n'ont pas beaucoup dormi, donc il peut y avoir des retours comme ça où les regards posés sur les films peuvent être soit dithyrambiques, soit au contraire pas du tout. Enfin, bon, tout ça est très exagéré, Oui, quoi. c'est ça, Mais le principe d'être à Cannes et de pouvoir montrer son film en avant-première, en même temps que de très grands metteurs en scène et tout ça, c'est un immense privilège. Et je suis très heureuse de l'avoir vécu. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on va vous montrer la bande-annonce de Marguerite et Julien. Marguerite et Julien sont frères et sœurs, mais c'est Julien l'aîné. Ils s'aiment si fort que rien ne peut les séparer. Marguerite, Julien, revenez! Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Juliette m'a dit que Joséphine les avait vus au marché. C'est pas vrai. Si, je te jure. Elle les a même vus s'embrasser. Marguerite. Julie. La meilleure façon d'éviter le péché, c'est d'en fuir les occasions. Où sont-ils? Ils sont perdus. À ta place, je serais plus méfiante. Vous perdez votre temps. Vous essayez de contrôler quelque chose qui vous dépasse. Qui nous dépasse tous. Ce serait une catastrophe si la chose est connue. Nous avons joué, c'est tout. Faut les séparer. Ils ont mis tout en œuvre pour nous séparer, mais rien n'y fera. On ne peut pas séparer le sang des veines, la sève de l'arbre, ni le sel de la mer. Voilà, sortie nationale le 2 décembre, mes présentations ce soir. En avant-première au 14h, c'est à 20h30. Dans ce film, Marguerite et Julien, vous êtes un peu sur le fil aussi en permanence, parce qu'on a une dimension de conte qui est assumée. L'histoire est racontée par une jeune narratrice qui le raconte à d'autres petites filles dans un orphelinat. On a des images qui sont clairement aussi empruntées au conte, les images du château notamment. Et puis de l'autre côté, il y a quand même la crudité de l'amour de ce frère et de cette sœur, et aussi la cruauté de ce qui leur arrive, de leur destin. On est entre les deux, entre un côté qu'on a envie léger et puis quelque chose qui est quand même assez lourd. Oui, mais les contes sont cruels. C'est toujours des histoires terribles, en fait. Et l'idée, c'était de rendre... en fait, de plus s'intéresser à la légende de Marguerite et Julien que d'essayer de faire une reproduction véritable de l'histoire. On n'est pas dans la reconstitution historique des faits. Exactement. Pas du et tout. moi, ce qui m'intéressait, et ce qui a été vraiment la phrase comme ça qui nous a guidés dans le travail d'écriture avec Jérémy El-Kaïm, c'est cette phrase de Cocteau qui dit « L'histoire est du vrai qu'on déforme, la légende est du faux qu'on incarne ». Et j'avais envie d'essayer d'incarner une légende. Et pour ça, de pouvoir utiliser des choses qui sont propres au conte, en fait. Et pouvoir décaler un petit peu le film vers une époque qui est dans le passé, qui se situe dans le passé, mais dont on ne sait pas très bien qu'allait se passer. C'est le passé des contes, c'est le passé des histoires. Et Marguerite et Julien sont, quand je parle de légende, c'est l'idée aussi qu'on voulait en faire des mythes, comme si c'était des rockstars. Et donc, cette envie de faire d'eux des mythes nous a permis d'avoir cette idée de narratrice qui, d'un coup, en parlent dans l'orphelinat parce qu'il paraît qu'ils sont dans le village. Et là, c'est comme ça des rumeurs, des faux bruits. Et donc, on ne sait plus très bien. C'était aussi l'envie de pouvoir essayer différentes formes de récits. Donc, on ne sait plus très bien si ce qu'elle dit, cette petite narratrice qui est jouée par Estelle Garel, est la vérité ou pas. Donc parfois, on peut même avoir l'impression qu'elle raconte une histoire qu'elle invente, elle, au fur et à mesure. Et puis on rebascule. Il y a un très gros mensonge, d'ailleurs, dans son récit. Voilà, on rebascule dans l'histoire du film. Et donc, c'était l'envie aussi de jouer comme ça, avec différentes formes de narration qui m'intéressaient. Et de faire un film qui, d'une manière générale, s'autorise une vraie liberté de forme. J'avais envie de faire un film qui soit libre, un peu comme la liberté
qu'ont Marguerite et Julien de s'aimer. Et de faire quelque chose qui ne ressemble à rien. Un peu comme cette histoire qui ne ressemble à rien, qui est singulière en fait. Alors, c'est pour ça, vous l'avez dit, il n'y a plus de frontières entre passé, présent, futur, histoire. On est censé être au début du XVIIe siècle, mais il y a énormément d'anachronismes. Beaucoup qui n'en sont pas. Mais un mélange, en tout cas, entre... on a un roi, on a une cour royale, on a aussi des hélicoptères et des voitures. On est dans un parti pris où on mélange plein de codes historiques différents, quoi. Oui, complètement. Et pourquoi vous avez choisi ça? Et puis même avec la musique, c'est appuyé par la musique, qui est aussi très moderne. Justement parce que je ne voulais pas ancrer le film dans une histoire, dans une époque précise, parce que je n'avais pas de désir par rapport à ça, et je n'avais pas non plus envie de le retransposer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la peine de mort n'existe plus, parce que ça aurait été trop compliqué, ou il aurait fallu faire ça dans un pays qui n'est pas le mien. Enfin, bref, donc je pense que c'était la meilleure forme pour raconter l'histoire comme j'avais envie de la raconter, c'était de pouvoir comme ça inventer un univers, et de pouvoir totalement s'échapper. En fait, j'avais vraiment envie que le film soit comme un voyage dans un autre temps et une autre réalité. Vraiment, j'avais envie que le film nous déconnecte complètement de notre vie d'aujourd'hui, de notre quotidien d'aujourd'hui. Et de passer comme ça 1h45 dans une époque, dans un conte, dans un endroit un peu magique. Et un peu indéterminé. Exactement. On pense aussi à Jacques Demy. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est à Nantes? Je ne sais pas, mais on pense à Apo-Dan, forcément. Oui, bien sûr, parce que Jacques Demy, il a réhabilité le conte comme personne avec Apo-Dan et puis aussi avec justement l'hélicoptère dont on a beaucoup parlé, parce qu'il y a un hélicoptère dans mon film qui n'est pas du tout utilisé de la même façon que dans le film de Jacques Demy. Et moi, c'était plus une idée de mise en scène, en fait, qui au départ m'a apporté... cet hélicoptère, quoi, sur l'idée de l'arrachement entre Marguerite et Julien, où il y en a un qui part dans le ciel et l'autre qui reste sur terre, et que c'est la seule façon qu'on a de les séparer. Donc c'était vraiment par ce mouvement de caméra, et quand on voit le film, je pense qu'on le comprend. Oui, on pense à Jacques Demy, on pense à François Truffaut, on pense à Cocteau, on pense à Sofia Coppola aussi, sur l'anachronisme. Oui, peut-être, oui, à Sofia Coppola, c'est ça, Sofia, parce que je vois pas l'anachronisme par rapport à Marie-Antoinette. Oui, Marie-Antoinette, oui, c'est ça. Et puis à Rapneau aussi, et puis voilà, à tout... Et puis aussi peut-être au théâtre, parce que finalement, j'ai commencé comme actrice à prendre des cours de théâtre, à faire du théâtre amateur. Et bizarrement, je viens plus du théâtre que du cinéma, même si j'ai jamais fait de théâtre proprement dit sur scène et tout ça. Mais quand même, Marguerite et Julien, c'est comme un petit théâtre. C'est-à-dire que ils font... Ils jouent de toute façon déjà. Oui, c'est un peu comme des marionnettes, même de la façon que... j'ai eu de les diriger, et l'envie que j'avais, c'était vraiment de jouer un peu à la poupée dans un décor qui est ce château, et de pouvoir comme ça jouer avec eux, avec tous ces personnages, comme un petit théâtre de marionnettes, quoi. Un mot aussi évidemment sur les comédiens que vous avez choisis. Jérémy El-Kaïm, qui incarne Julien, c'est le héros de la plupart de vos films, oui, de tous vos films même. Voilà, on ne présente plus, qui est aussi conseiller à la mise en scène sur ce film-là. Oui. C'était une évidence qu'il soit dans le film. Vous dites qu'il a un côté prince. Oui, tout à fait. Et je trouve qu'il a effectivement un côté très princier comme ça. Et puis, ce que j'aime, c'est qu'il a à la fois du charme et une forme de beauté, mais qui n'est pas arrogante. C'est pas un Don Juan. Quand on le voit, on se dit pas « oh là là ». Il va toutes les faire tomber. Voilà, c'est pas ça. Il a une vraie mélancolie en lui. Il a quelque chose d'assez décalé finalement. Et donc ça, c'était quelque chose que je trouvais intéressant pour le personnage de Julien, qu'il ait cette douceur-là. Mais sans paraître mièvre non plus, donc c'était pas évident. Et puis après, donc c'est vrai que j'ai tout de suite imaginé Jérémy dans le rôle, quel que soit, d'ailleurs, peu importe l'âge qu'il avait, parce que je trouve, d'ailleurs, dans Apo-Dan, Catherine Deneuve et Jacques Perrin, ils n'avaient pas 18 ans quand ils ont fait Apo-Dan. Donc, pour moi, la question de l'âge, après, je pense que si on y croit et tout, c'est pas vraiment un problème. Et puis, je ne voulais pas que Marguerite et Julien soient trop jeunes, parce que je voulais pas qu'on mette ça sur le compte de l'innocence. Donc après, il fallait trouver une Marguerite pour Julien, et Anaïs est apparue comme une évidence, en fait. Qui a déjà joué dans La Belle Personne, notamment, Christophe Honoré, une nouvelle amie aussi de François Ozon, et qui dit, vous dites de son personnage, dans le film, c'est dit plusieurs fois, sa grâce mélancolique lui donne quelques attraits. Il donne beaucoup d'attraits, oui. Il lui donne beaucoup d'attraits, voilà. Là aussi, on est dans la mélancolie. Vous disiez ça là, du personnage de Jérémy El-Kaïm, mais elle aussi, elle a une grâce mélancolique. Oui, elle a une grâce mélancolique, c'est vrai, mais en même temps, elle a une vraie force de vie, en fait. Je voulais une femme qui
qui a un côté très terrien comme ça, très vivant, très bonne santé, quoi. Et avec une grande fraîcheur et tout. Et Anaïs a vraiment cette chose-là, quoi. Elle est absolument inouïe. Elle dégage ça. Ah oui, elle avec son dégage visage. quelque chose, on l'aime instantanément, quoi. On peut pas se dire qu'elle est folle, ou on peut pas se dire... Vraiment, on croit à son amour. Elle est entière. Elle est entière, Elle est voilà. entière. Il fallait que Marguerite soit un personnage entier, parce que c'est ce qui m'a d'ailleurs donné envie de faire le film, c'est le personnage de Marguerite. Quand j'ai lu le scénario de Gruau, qui était au départ, qui s'appelait l'histoire de Julien et Marguerite, moi, je l'ai lu avec mon regard à moi, de femme, inversé et le donc titre. j'ai vu le personnage de Marguerite, surtout comme personnage fort de l'histoire. Et c'est l'envie de l'interpréter. C'est mon désir d'actrice qui m'a donné envie de faire le film. Et j'avais envie de faire ce cadeau à une actrice, et de pouvoir mettre en scène comme ça une actrice dans un rôle de femme libre. Voilà. En tout cas, de film en film, si on essaye de trouver un fil rouge dans tous vos films, c'est l'amour. Enfin, Oui. Évidemment, l'amour comme moteur. Dans La guerre est déclarée, c'était ça aussi. C'était un amour qui permettait de lutter, Comme force, oui. de dépasser les sales coups que peuvent vous faire la vie. Et là aussi, c'est encore une fois, c'est l'amour L'amour dans tout presque ce qu'il a comme... ouais. de fort, de fusionnel et qui peut même conduire à la mort en l'occurrence. Oui, l'amour comme chose... Là, dans Marguerite et Julien, c'est presque d'ailleurs l'amour comme une maladie, quoi. C'est quelque chose contre D'ailleurs, lequel il on le ne peut dit, pas il lutter. s'est dit dans le film, ils sont malades. Mais l'amour est un peu une maladie. C'est-à-dire que pourquoi on tombe amoureux de quelqu'un, ça nous tombe dessus. C'est quelque chose de totalement irrationnel, en fait. Donc c'est ça que je trouvais intéressant aussi. Et puis de traiter de la différence, encore une fois. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous déclinez l'amour aussi sous toutes ses formes dans tous vos films et que vous avez envie de continuer sur ce chemin-là? Peut-être pas. Je vais peut-être pas faire ça toute ma vie. J'en sais rien. Il paraît qu'on fait toujours le même film. Je sais pas. Peut-être que je ne sais pas. Il n'y a pas encore de Mais film. c'est vrai que l'amour est une chose très importante dans ma vie. Oui. Mais comme tout le monde, je crois. Sans doute. Je pense que quand même, on n'a pas fait mieux encore. Il y a aussi une belle phrase qui a un écho particulier, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, qui est dite par Frédéric Pierrot, qui est le père de Marguerite et Julien, qui dit « La vie est précieuse, c'est un privilège de vieillir ». Elle est très très belle, cette phrase. Elle est forte quand il se fâche contre sa fille, contre ce qu'elle fait ou ce qu'elle s'apprête à faire. Et il a cette phrase très juste et très belle. Oui, c'est vrai, c'est un privilège de vieillir, on ne le dit pas assez. Ouais. On se plaint beaucoup de vieillir et tout ça, mais c'est un privilège de vieillir. Vous êtes d'accord avec Oui, cette tout à phrase? fait. Et pourtant, eux ne vieillissent pas. Ben non, puisqu'on les tue trop jeunes. Ouais. En tout cas, voilà, Marguerite et Julien, c'est à découvrir ce soir en avant-première au 14A à 20h30. Et puis, en sortie nationale, ce sera le 2 décembre. Le jour de leur mort, d'ailleurs, c'est marrant. Jour pour jour, quelques années plus tard. Ils sont morts le 2 décembre 1603. Voilà, et en 2015, ils seront là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci On vous garde d'ailleurs, puisqu'on continue à parler de cinéma avec notre chroniqueuse Elsa qui a vu Les Cow-Boys. Vous l'avez vu? Non. Non? Elle va vous donner envie de le voir. Elle nous rejoint. Bonsoir Elsa. Bonsoir. On était ensemble ce matin à la projection presse, on va le dire quand même. Hein. Oui, c'est voilà, vrai, on pour était voir ensemble. Marguerite et Julien. J'avais déjà vu à Cannes. Voilà. C'est bien, Vu 2 fois. elle est studieuse. Et là, vous nous parlez des cow-boys. Oui, vu 2 fois également. Aussi, vous les voyez tous 2 fois. Ouais, tout. C'est important dans le cinéma. Les cow-boys qui S'imprègne sort bien mercredi prochain. Oui, j'avais Qui aurait choisi... pu ne pas sortir, mais qui sort. Qui aurait pu ne pas sortir, ouais. J'avais choisi de vous en parler avant les terribles événements de vendredi dernier, donc je maintiens mon choix. Comme Thomas Bidegain, le réalisateur, a maintenu sa sortie pour mercredi. Contrairement à Nicolas Boukrieff, qui, lui, avec Made in France, a décidé de repousser son film. Ce sont les dommages collatéraux, évidemment. Voilà, de ces exactement. attentats aussi, qui ont un impact sur le cinéma. L'affiche qui a changé, effectivement, où on a enlevé la Kalachnikov, tout ça. Lui, Thomas Bidegain, il le sort toujours mercredi, et il a raison, j'ai envie de dire, parce qu'il adopte un point de vue assez rare sur ce sujet, c'est-à-dire que, comme il le dit si bien lui-même, il filme ceux qui restent. Donc on va suivre François Damiens qui joue Alain, un père de famille, dont on apprend dans les premières minutes, je ne spoil pas et c'est le synopsis, dont la fille qui a à peu près 16 ans est partie avec son petit ami Ahmed, un jeune musulman radicalisé. Et donc voilà, on voit là sa fille Kelly. Et donc tout le film, c'est, j'allais dire, le combat d'un père, mais plus qu'un combat, c'est une quête éperdue, désespérée pour retrouver sa petite fille, comme il dit.
Alors je ne peux pas spoiler non plus, mais il y a un retournement de situation à la moitié du film qui est vraiment audacieux, très ambitieux de la part de Thomas Bidegain. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que Thomas Bidegain, c'est un grand scénariste, en particulier le scénariste des films de Jacques Audiard. Et c'est sa première réalisation de long métrage. Donc on voit bien le scénariste derrière, en particulier parce que je viens de le dire, c'est un scénario extrêmement ambitieux. Vraiment. Alors il y a de plus en plus de films sur le sujet, hein, encore une fois c'est vraiment d'actualité, mais je trouve que son parti pris de filmer ceux qui restent est vraiment très intéressant. Il n'y a pas de, jamais la jeune fille. Il n'y a pas de jugement. On la voit au début. Elle disparaît vraiment dès les premières minutes. Je vais pas vous raconter la fin, mais on ne la voit jamais. On ne voit jamais ce qu'elle fait pendant toutes ces années, puisque c'est un film qui se déroule sur 10 années. C'est 10 années de quête, et on commence en 94, c'est-à-dire avant même que les Twin Towers ne s'effondrent, avant même qu'on parle du djihad et tout ça. Vraiment, ça commence extrêmement tôt, et ça s'étale sur 10 ans. C'est le frère, Finnegan Oldfield, qu'on voit, qui est un acteur exceptionnel, vraiment exceptionnel, qu'on a vu un petit peu dans Geronimo, Ni le ciel ni la terre, qui joue le frère, qui va lui aussi chercher sa sœur, après son père. Et c'est bouleversant, poignant, et j'ai envie de dire brutal, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire vraiment dans un sens... Émotionnellement, c'est vraiment très fort. Ça nous secoue. Vraiment très fort. Ça secoue beaucoup. C'est surtout, moi je trouve, c'est surtout une intelligence de scénario. Si j'ai voulu... si j'ai maintenu mon choix, c'est parce que on arrive à la fin de l'année, donc je peux déclarer maintenant, mais ça n'engage que moi, à mon sens, que c'est un des meilleurs films de l'année 2015. Dis donc, il a un poids sur les épaules, ce film. il a un sacré poids sur les épaules, et je voudrais pas en plus peut-être que les gens ils ont envie de penser à autre chose. Je comprendrais qu'ils aillent voir James Bond. Ce serait dommage qu'ils pâtissent de ce qui s'est passé, parce que de manière plus pragmatique, au niveau cinématographique, c'est vraiment un excellent film. C'est une belle écriture, une belle mise en scène. Avec François Damiens, ce qui est étonnant dans ce registre dramatique. Ouais, on le connaît un peu moins, il est un peu à contre-emploi. Il commence à le faire un peu. Il commence à faire un peu, mais ce qu'on oublie de dire souvent, c'est certes, il nous fait rire. Alors, il est très drôle en conférence de presse, il est vraiment très drôle, et il est très drôle dans tous les films. Mais c'est un excellent acteur dans tous les registres, vraiment dans tous les registres. Et là, il est formidable. Il est formidable, ce père qui est à la fois, on se reconnaît en lui parce que sa quête, elle est normale, c'est l'absolu, c'est son sang, sa chair qui est partie, qu'il ne retrouve pas. Et en même temps, il est un peu insupportable. Il entraîne tout le monde là-dedans. Il en perd son boulot. Il n'y a plus rien d'autre autour de lui. Il va en oublier tout le reste, toute la vie, tout ce qu'il y a. Il va même en oublier de vivre. Finalement, il ne pense qu'à ça. C'est une obsession permanente, toutes ces années, de retrouver sa fille. Et il fait tout pour ça. Après, je ne sais pas comment Thomas Bidegain s'est renseigné, mais c'est vrai qu'on suit bien son périple et sa manière de trouver des endroits, de rencontrer des gens, de s'enfoncer un peu dans ce microsystème dont nous, on ne connaît que ce qu'on a vu vendredi et pas forcément le reste. C'est vraiment un très grand film. Et ça a l'air beau aussi. Les images sont très belles. Mais oui, alors il n'y a pas que le scénariste, vraiment question mise en scène. Chapeau aussi. Je pense qu'il peut continuer la réalisation. Thomas Bidegain, il n'y a pas de problème. Il est bon scénariste, effectivement. Parce que certains disaient à Cannes, c'est qu'un film de scénariste. Non, vraiment, c'est un vrai film de réalisateur. Sa mise en scène est superbe. Il n'y a rien à redire. Très bien. Ça donne envie. Vous allez y aller mercredi prochain? Ben oui. Non, mais peut-être pas mercredi parce qu'il y a plein de trucs. Il y a plein de choses qui sortent, mais oui. Faut vraiment pas le rater. Je pense pas. Et il faut faire, pas abstraction, on peut pas, mais. Mais le cinéma est peut-être là aussi pour ça, pour nous aider un peu à comprendre, à mettre à distance. Et là où il est intéressant, le cinéma, j'en avais très rapidement parlé avec Philippe Faucon, qui est sorti à Désintégration, c'est qu'il est là pour déceler, pour anticiper des choses que finalement nous on voit pas ou qu'on n'a pas envie de voir aussi. Et il sert aussi à ça, le cinéma. Et du coup, c'est pas le moment de le laisser de côté parce qu'à un moment donné, il aborde ce sujet-là, non, au contraire. Voilà. Maintenant, on y est, autant y aller. Le 25 novembre prochain, Les Cowboys, il sera projeté au Gaumont, à Nantes, et puis aussi, par exemple, si vous êtes à Saint-Brévin, au Cinéjade, et au Connétable, à Clisson. Voilà. Merci beaucoup, Elsa, pour cette idée de film. Et puis, le 2 décembre, on va voir Marguerite et Julien en sortie nationale. Et ce soir, on le répète, au 14h, c'est à 20h30. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end sur Télé Nantes. Et puis, on vous rappelle que vous pouvez retrouver nos programmes sur notre site internet, c'est www.telenantes.com, et également sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On rappelle aussi un dernier mot, que ce soir à 21h, il y aura un hommage rendu aux victimes des attentats. Ce sera à Nantes, au Miroir d'eau, en face du château. Excellent week-end et à lundi.